Ils marchaient déjà depuis des jours sous un ciel européen gris et lourd quand l'ordre arriva, capitulation. Pour les soldats allemands qui avaient survécu à l'enfer des combats, le commandement signifiait non seulement la fin du combat, mais aussi l'effondrement de tout ce qui leur avait été inculqué en matière d'honneur, de résistance et de loyauté inébranlable envers le régime. Beaucoup étaient à peine sortis de l'adolescence, serrant des bottes usées et des manteaux en lambeaux entre leurs doigts tremblants. D'autres étaient des vétérans endurcis dont les yeux avaient trop vu à Stalingrad, en Normandie ou parmi les ruines fumantes de leur propre ville. Alors que les camions et les trains alliés remplis de prisonniers commençaient à se diriger vers l'ouest, des rumeurs circulaient, peut-être l'Angleterre, peut-être un camp en France. Puis vint le coup inattendu. Ils ne resteraient pas en Europe. Ils étaient chargés sur d'immenses navires à destination d'outre-Atlantique. La traversée était désorientante. Dans les cales des transports de troupes, entassés dans des espaces destinés aux soldats en mission et non aux prisonniers, l'air humide sentait le sel et l'huile. Pourtant, pour beaucoup, il y a eu un étrange soulagement. La guerre était finie pour eux. Il n'y aurait plus de grenades, plus d'arrière-garde désespérés face aux armées qui avancent. Mais les incertitudes sur ce qui les attendait de l'autre côté de l'océan ont alimenté des conversations furtives. La propagande nazie avait dépeint les États-Unis comme un pays de capitalistes impitoyables, où les travailleurs vivaient dans la misère et où les ennemis étaient traités avec brutalité. Certains craignaient la torture ou une exécution sommaire. D'autres imaginaient la faim et le travail forcé jusqu'à l'épuisement. Les jours en mer s'éternisaient et avec eux, les détails commençaient à ébranler les attentes. Les repas étaient rationnés, mais étonnamment copieux comparés à la rareté des derniers mois de la guerre. Le pain était moelleux, le beurre apparaissait sur des plateaux métalliques et même le café était servi dans des tasses robustes. Les gardes américains, bien que fermes, n'ont pas fait preuve de cruauté, ils ont traité les prisonniers avec une indifférence presque détendue, loin de l'hostilité attendue. Ce n'étaient pas les monstres décrits dans les brochures. C'étaient des jeunes comme eux, échangeant des blagues entre eux, offrant des cigarettes sans arrière-pensée. Petit à petit, la peur a cédé la place à une curiosité grandissante. De quelle nation s'agissait-il, où même en temps de guerre, la nourriture semblait abondante et les gardes agissaient avec une telle sécurité? Certains des plus âgés se souvenaient des histoires de richesse américaines d'avant-guerre, le jazz, Hollywood, les gratte-ciel étincelants, les voitures alignées. Mais c'étaient des images lointaines, presque mythologiques. La réalité se présentait désormais, encore entourée de mystères, mais impossible à ignorer. Lorsque la côte américaine apparut enfin à l'horizon, beaucoup virent pour la première fois un littoral aussi éloigné de l'Europe dévastée. Le profil de ports comme New York ou Boston émergeait du brouillard, grues géantes, usines en pleine activité, mouvements infatigables. Pour les hommes habitués aux villes réduites à l'état de décombres encore fumants, la scène était bouleversante. Ils s'attendaient à trouver la destruction ou la pauvreté, ils étaient confrontés à une vitalité, une industrie et une puissance épargnées par la guerre. Le débarquement fut rapide, organisé avec une précision militaire. Les soldats allemands descendaient les planches sous les yeux de la police militaire, se dirigeant vers les trains qui les emmèneraient à l'intérieur des terres. Devant la fenêtre, le paysage défilait dans des contrastes surréalistes, des champs infinis, des villes bien rangées, des panneaux publicitaires annonçant des produits inconnus. À l'intérieur des voitures, des commentaires à voix basse révélaient l'étonnement. Cela n'avait rien à voir avec les descriptions sinistres qui leur avaient été imposées. La peur de la barbarie commençait à se dissiper, remplacée par un nouveau malaise, la conscience de combien ils avaient été trompés. C'est au cours de ces premières heures de captivité que beaucoup ont commencé à réaliser que la prison aux États-Unis pouvait être très différente du châtiment impitoyable qu'ils imaginaient. Mais rien ne les préparait. Pour les révélations les plus surprenantes, pas de fouet ou de faim, mais de petits symboles de l'abondance extraterrestre, des cigarettes qui n'ont jamais terminé, une substance douce et étrange appelée chewing-gum. Ces détails triviaux deviendraient bientôt des marques indélébiles d'une prospérité qui a contesté tout ce qu'ils savaient. Les premières impressions de l'Amérique ont déjà été enregistrées dans leur esprit avant même de pénétrer dans les champs. Le voyage à l'intérieur les a amenés à travers des stations animées, où les civils ont circulé avec un calme qui semblait impossible pour ceux qui avaient vécu sous des bombardements constants. À travers les trains militaires, ils ont vu des enfants lécher de la crème glacée, mettant en vedette des marchandises, des voitures qui brillent au soleil. Pour les Allemands habitués à l'épicerie et aux cartes de rationnement qui donnent à peine pour survivre, c'était comme atterrir sur une autre planète. L'arrivée dans les champs était moins terrifiante qu'ils ne le craignaient. Entourés de barbelés et de tours de gardiens, les enceintes ont transmis la sécurité, pas la cruauté. Des rangées de casernes en bois étirées dans un ordre presque bucolique. À l'intérieur,
les lits superposés étaient simples mais plus solides que prévu. Chaque homme a reçu un matelas, une couverture et son propre espace. Par rapport au chaos du front de bataille, les conditions semblaient presque civilisées. Les Américains ont gardé une discipline rigide, mais sans haine. Les gardes ont établi les règles avec autorité, mais sans plaisir sadique. Cela a confondu les Allemands, qui s'attendaient à l'humiliation ou pire. La nourriture a été la première grande surprise. Dans les cafétérias, ils ont formé des files d'attente avec des plateaux et ont reçu des repas qui bordaient l'incroyable, pommes de terre, viande, pain frais et blanc, légumes qui semblaient récoltés à temps. C'était une fête par rapport au régime alimentaire des soupes aqueuses, du café ersatz et des pelures séchées auxquelles ils étaient habitués. Beaucoup ont ressenti une étanchéité dans leur poitrine lorsqu'ils pensaient aux familles qui avaient faim en Allemagne. Les gardes eux-mêmes approfondissent ce contraste. Loin des bourreaux décrits par la propagande, ils ont agi avec une confiance silencieuse, presque sans prétention. Certains étaient des enfants des agriculteurs de l'Iowa, d'autres travailleurs de l'Ohio. Mais tous partageaient un naturel face à l'abondance. Ils ont fumé sans restriction, se sont ris les uns avec les autres et ont montré peu d'intérêt à tourmenter les prisonniers. La frontière entre les gagnants et en retard était claire, mais pas empoisonnée par le mal. Pour les Allemands, cette attitude était presque incompréhensible. C'est au début qu'ils ont commencé à réaliser le rythme de la vie américaine, même derrière les clôtures. Les cigarettes sont constamment apparues entre les mains des gardes et du personnel. L'odeur de le fardeau des notes sales et des pièces dépensées, échangées pour des heures de travail dans les cuisines ou les champs, juste pour essayer ce morceau de douceur élastique qui a contesté toute logique européenne. Ce n'était pas seulement le goût, c'était l'idée. Quelque chose à créer non pas pour éteindre la faim, mais pour occuper le temps, pour transformer l'ennui en plaisir. Dans un monde où chaque gramme de sucre a été raconté, où le café était fait d'orge grillée et que le beurre était devenu un mythe, la gomme était une délicieuse absurdité. Les anciens secouèrent la tête, les incroyants. Ce n'est pas de la nourriture, murmura-t-il, comme si l'existence même était un affront aux lois de la nature. Les plus jeunes, cependant, ont adopté la nouvelle avec un enthousiasme presque enfantin. Ils ont appris à mâcher d'exagération, à souffler des bulles qui éclatent de rire, pour garder les pièces utilisées dans les papiers de pain pour les réutiliser plus tard, une habitude qui faisait rire les Américains, mais pour eux, c'était une économie pure instinctive. Après tout, même en abondance, les vieux réflexes mettent beaucoup de temps à mourir. Et puis est venue la découverte la plus surprenante, la chewing-gum n'était pas seulement un passe-temps. C'était une pièce. Un seul comprimé, coupé en petits morceaux, pourrait rendre des faveurs que les cigarettes ne pouvaient pas. Un quart de gomme est échangé contre une cuillère supplémentaire de sucre au petit déjeuner. Demi-tablette par une couche de couverture de plus les nuits froides. Une pièce mâchée et ribale. Ados, oui, ils l'ont fait, ils ont même obtenu la protection d'un garde amical pendant l'inspection nocturne. Les Américains pensaient que c'était drôle à ce sujet. « Tu es fou », a-t-il dit, jouant plus de package sur les tables de réfectoire comme Crum. Mais pour les prisonniers, c'était grave. C'était la survie de la saveur de la menthe. Le plus ironique ? Ceux qui dédalent autrefois le capitalisme américain décadent ont désormais contesté le dernier emballage brillant sur le comptoir de la cantine. Les mêmes hommes qui avaient marché sous le drapeau de l'austérité nazie, où le luxe était un crime et des déchets, la trahison, maintenant ils ont négocié des morceaux de caoutchouc sucrés comme les barres d'or. Certains ont même gardé l'emballage vide, les lissant soigneusement, comme si ces couleurs vives, rouge, bleu, jaune, étaient la preuve d'un monde qu'ils pouvaient à peine comprendre. Et il y avait autre chose, quelque chose que personne n'a osé dire à haute voix, la gomme était un fer de lance de la reddition culturelle. Chaque mâché était un petit acte d'assimilation. Chaque bulle a éclaté, un aveu silencieux que peut-être l'ennemi n'était pas aussi barbare qu'il avait appris à le croire. Après tout, quelle nation monstrueuse donnerait à leurs prisonniers non seulement de la nourriture mais de la douceur sans but ? Quel empire en décomposition permettrait aux hommes vaincus de rire alors qu'ils soufflaient des cloques roses ? La nuit, dans les lits superposés, tandis que l'odeur de la fumée et de la menthe se mêlait à l'air humide des tentes, certains ont fermé les yeux et se sont demandé, toute la guerre avait-elle été un mensonge ? Pas la guerre en soi, bombardement, bataille, faim, qui était trop réel. Mais l'idée de la guerre. La croyance qu'ils, les Allemands, étaient les porteurs d'un ordre supérieur, tandis que les Américains n'étaient qu'une masse de consommateurs faibles, corrompus par un excès. Comment réconcilier cette image avec la garde qui, après un changement exhaustif,
s'est assis à côté d'eux pour partager un paquet de cigarettes et une tablette de gencives sans même exiger de gratitude? La réponse, bien sûr, ne venait pas. Mais le doute oui. Et elle a le goût de la cannelle. Et plus indifférents à leur propre grandeur. Ce n'était pas l'arrogance d'un empire qui les a écrasés, mais la tranquillité d'un pays qui n'avait même pas à prouver que c'était supérieur. Les Américains ne faisaient pas de pouvoir, ils y vivaient simplement. Et cela, plus que toute défaite militaire, a été ce qui a fait mal. Les hommes se sont surpris à regarder les gardes avec un mélange d'envie et de perplexité. La façon dont ils riaient fort, comment ils ont joué des cartes sans hâte, car ils mangeaient sans mesurer les parties. Un soldat allemand, même en temps de paix, aurait été formé pour voir les déchets comme une trahison. Mais là, les déchets étaient normaux. C'était la liberté. Et cette liberté ne venait pas de loi ou de discours, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, la certitude que le lendemain il y en aurait plus. Toujours plus. Les lettres à domicile sont arrivées sous forme de coups de couteau. L'usine a été bombardée. La mère de Anne s'affamait. Berlin n'est plus Berlin. Et ils ont, en attendant, des pommes en conserve qui ne savaient même pas ce qu'ils étaient, algo appelé le spam, gras et salé, mais de viande. Viande qui n'avait pas besoin d'être rationnée, qui ne venait pas d'un cheval mort sur la route ou d'un pigeon en pierre. C'était de la nourriture qui existait parce qu'elle pouvait exister. Comme des cigarettes. Comme la gomme à mâcher. La nuit, lorsque les lumières du terrain se sont éteintes et que seuls les insectes étaient en acouphène contre les écrans des fenêtres, ils parlaient bas. Pensez-vous que c'est comme ça partout? Est-ce que même leurs pauvres vivent mieux que nos riches? Les questions n'avaient pas de réponse, mais le soupçon était un poison lent. Parce que si l'Allemagne avait perdu la guerre, elle avait également perdu le droit de mieux se considérer. Et cela, ce doute corrosif, c'était pire que la faim, pire que froide, pire que la honte d'être là, avec des mains vides, tandis que le monde s'est poursuivi sans eux. Les cigarettes ont ensuite tourné plus que la monnaie. Ils sont devenus des confessions. Lorsqu'un prisonnier a offert une grève chanceuse à une autre. Ava changeait de service, je disais, je le vois aussi. Je le sais aussi. Et l'autre acceptait, non pas par le tabac, mais pour un silence partagé. Parce que certaines choses ne pouvaient pas être dites à haute voix. Non là, où les murs étaient minces et les Américains, même sans comprendre la langue, semblaient tout savoir. Même la chanson les a trahis. Parfois, à distance, le vent a apporté le son d'une radio jouant un swing ou du jazz, ces rythmes chauds et sans compromis que la propagande nazie appelle la « musique noire dégénérée ». Mais là, derrière le fil, ressemblait à l'avenir. Un avenir qui ne les incluait pas. Et quand un garde, sur une blague, a jeté une pièce sur le sol et a demandé à un prisonnier de danser comme les singes hollywoodiens, l'humiliation est venue du geste lui-même, mais de la certitude que quelque part que les gens ont choisi de danser comme ça. Pour le plaisir. Sans que personne ne pointe un pistolet. La chewing-gum dans ce contexte était presque une ironie divine. Doux, éphémère, sans aucune utilité au-delà d'occuper la bouche tout en pensant. Comme l'Amérique elle-même, un luxe qui n'a pas demandé la permission d'exister. Et chaque fois qu'un homme la mâchait, il sentit le goût du goût avec la défaite amère. Parce que ce n'était pas seulement la guerre qu'ils avaient perdue. C'était l'illusion que la discipline, le sacrifice, la douleur les rendaient spéciales. Maintenant, ils savaient, le monde n'a pas accordé ceux qui ont le plus souffert. Récompensé qui avait. Et cela, cette vérité brute, mâchée avec le sucre synthétique, était ce qu'aucun prisonnier, aucune publicité, aucune commande d'Hitler ne pouvait effacer. Et prospérer sans effort apparent. Ce n'est pas la force brute qui les a impressionnés, l'indifférence avec laquelle cette nation a exercé leur pouvoir. Une indifférence qui a été révélée dans le geste occasionnel d'un soldat américain offrant un paquet de cigarettes à un prisonnier comme s'il était aussi naturel que respirer. Comme si la guerre, pour eux, n'était qu'un intervalle entre un repas complet et un autre. Les Allemands avaient été formés pour détester la décomposition, mais maintenant ils ont vu que la vraie décomposition n'était pas l'excédent, c'était la capacité de se permettre d'ignorer la rareté. Chaque paquet de frappes chanceux distribué entre la caserne, chaque comprimé de chocolat jeté comme une émission de négociation, était une leçon silencieuse, le monde n'appartenait plus à ceux qui resserraient leur ceinture, mais à ceux qui ne savaient même pas ce que c'était que de mourir de faim. Et puis est venu le jour du rapatriement. Les navires qui les ont ramenés n'étaient pas les mêmes qui les ont amenés en tant que prisonniers. Maintenant, ils transportaient des hommes qui en savaient trop. Ils savaient que la propagande du Reich était de la poussière, que les rues de New York n'étaient pas pleines de mendiants,
mais de vitrines éclairées, que les travailleurs américains n'étaient pas des esclaves de capital, mais des hommes qui sont retournés dans des maisons avec des réfrigérateurs complets et des femmes qui n'avaient pas besoin de coudre pour des sacs de farine. Ils savaient avant tout que cette défaite n'était pas seulement un militaire. C'était civilisationnel. Lorsqu'ils ont marché sur le sol allemand, l'odeur les a d'abord frappés, le mélange de poussière, de moisissure et de viande pourrie des décombres. Les yeux, toujours habitués à la lumière électrique constante des champs américains, ont été lents à s'adapter à l'obscurité des villes sans énergie. Les enfants squelettiques les regardaient avec une curiosité morbide, comme s'ils étaient des fantômes d'un monde qui n'existait plus. Et vraiment existait ? Parce que là, entre les murs renversés et les visages creusés par la faim, les souvenirs de l'Amérique semblaient un délire fiévreux. « Avez-vous mangé tous les jours » demanda-t-il à un frère, ses doigts tremblants alors qu'il tenait une miche noire de pain. « Oui, dit l'ancien prisonnier, baissant les yeux. Comment expliquer que « manger » là-bas signifiait choisir entre la viande, les pommes de terre ou les légumes? Quelle faim était un concept abstrait, quelque chose qui se lisait dans les journaux dans d'autres pays. Les mots ont échoué. Comment décrire le goût d'un hamburger gras à ceux qui ne connaissent que la soupe de navette? Comment justifier que pendant qu'ils mâchaient de la gomme sous le soleil de Pennsylvanie, leurs mères ont cuit des coquilles de pommes de terre dans des casseroles rouillées? La faute était un poids plus gros que n'importe quel sac à dos prisonnier. Certains ont essayé. À voix basse, dans les coins des cuisines collectives ou dans les bars de fortune dans les sous-sols, ils ont raconté des histoires de complets entrepôts, des soldats qui ont joué à l'extérieur de la nourriture parce qu'ils n'aimaient pas le goût. Les auditeurs secouaient la tête entre l'incrédulité et la haine. Ne détestent pas les Américains, mais pour le régime qui les a trompés pendant si longtemps. Parce que maintenant ils savaient, la guerre n'a pas été perdue sur le devant. Il a été perdu dans les usines qu'ils n'ont jamais cessé de produire, dans les champs qu'ils n'ont jamais cessé de récolter, dans les villes qui n'ont jamais tourné leur lumière. Et donc, parmi les décombres, une vérité gênante est née, l'Allemagne n'avait pas été vaincue par un ennemi plus fort. Avait été vaincue par un ennemi différent. Celui qui n'a pas médiancé sa grandeur dans les défilés ou les discours, mais dans la capacité de rendre leurs prisonniers à vivre meilleurs que leurs propres citoyens. Cigarettes et chewing-gum, ces symboles de capture banalisés, ont maintenant brillé comme preuve dans la cour de l'histoire. Ils n'étaient pas du luxe. C'étaient des phrases. Et chaque bouffée, chaque mâchée, rappelait que l'avenir avait déjà le propriétaire, et ce n'était pas eux. Ce n'étaient pas de simples objets de consommation à l'époque de la guerre. Ce sont des leçons enregistrées sur le feu en mémoire, révélant une vérité qu'aucun discours de Goebbels ne pouvait effacer, la force d'une nation qui, même en conflit, ne pouvait permettre le luxe de distribution de confort à ses ennemis. Chaque paquet de cigarettes, chaque tablette de gencives, était un miroir cassé reflétant la fragilité du Reich. Les hommes qui ont juré à une supériorité germanique étaient maintenant confrontés à une abondance que leur patrie, autrefois fière, ne pourrait jamais égaler. Des années plus tard, lorsque l'Allemagne de l'Ouest a commencé à se lever des cendres, ces anciennes prisons ressentaient toujours le goût sucré de la gomme américaine dans la langue. Ils ont dit à leurs enfants à quel point il était étrange de mâcher quelque chose qui n'avait pas disparu, comment il était enivrant de fumer sans le fantôme des rations. Pour eux, ces gestes triviaux étaient la preuve définitive, l'Amérique avait non seulement gagné avec le feu et l'acier, mais avec une richesse si écrasante qu'elle a débordé même à ses ennemis. Mais tout le monde n'a pas gardé le même souvenir. Pour certains, l'abondance était un réconfort qui brûlait comme de l'acide. Comment accepter que même si leur famille avait faim, elles ont reçu des cigarettes comme des pièces? L'humiliation était aussi profonde que la gratitude. Certains remplis de haine, d'autres, d'admiration. Mais aucun n'était indifférent. Les cigarettes et les gencives n'étaient pas seulement des souvenirs de défaite, c'étaient des cicatrices d'une révélation que la propagande ne pouvait jamais déformer. Dans les souvenirs et les rapports d'après-guerre, le thème a refait surface comme une ombre persistante. Ils n'ont pas seulement parlé de batailles perdues ou de camarades enterrés, mais à partir de ces moments absurdes où la générosité de l'ennemi les a laissés sans voix. Ils ont écrit des lettres à la maison, omettant des détails, comme si la vérité était une trahison. Ils se sont souvenus du plaisir coupable de souffler des cloques avec la gomme, de l'ironie de négocier des cigarettes comme l'or. Ces souvenirs les ont poursuivis bien au-delà de la fin de la guerre, bien au-delà du moment où ils ont suspendu leurs uniformes dans le placard. Au fond, l'histoire de ces prisonniers n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait d'un réveil forcé. Les cigarettes qui n'ont jamais terminé et la gomme qui n'a jamais perdu le goût a révélé plus qu'une simple indulgence,
ils ont montré un monde qui opérait sur une échelle de prospérité que l'Allemagne prendrait des décennies à atteindre. Et quand ils sont finalement rentrés chez eux, ils ont pris une certitude indéniable, ils avaient vu l'avenir. Et il ne leur appartenait pas. Du moins pas encore. Ainsi, deux objets si simples, si quotidiens, sont devenus les symboles improbables d'une génération détruite. Pas par la force des armes, mais par le poids écrasant de la vérité.